À l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 300 blessés psychiques par an dans les forces. Ce sont l'essentiel des blessés, hein. Ce sont des blessés psychiques et non pas physiques. Alors en fait, un blessé psychique, c'est quelqu'un qui, dans l'immense majorité des cas, va souffrir de ce que l'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est quelqu'un qui a été témoin d'une situation qui l'a traumatisé. Et la personne va... après, ça se décline de différentes manières, les symptômes, mais en gros, dans une situation de stress permanente ou de peur du danger. Et donc, cette situation de stress est très très fatigante et peut induire des comportements violents contre d'autres, contre soi-même. Ça peut aussi entraîner des situations d'isolement, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très long à guérir, qui des fois dure toute la vie. Et donc en fait c'est un suivi quotidien et sur toute la vie dont ces personnes ont aujourd'hui besoin. Aujourd'hui, on constate, les auditions que j'ai pu mener en tant que rapporteur le montrent, il y a un problème sur la manière dont les armées prennent en charge leurs blessés. Alors depuis 10 ans, on a évidemment énormément progressé, de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre. Aujourd'hui, on pourrait dire quasiment que les droits globaux qui sont accordés aux blessés psychiques sont de bons droits qu'il faut maintenant en fait rendre plus accessibles. Et en fait, c'est cette question de l'accessibilité aux droits que nous avons voulu mettre en avant par cette proposition de loi. Il y a un empilement d'aides, un empilement de dossiers à remplir qui rendent le parcours du blessé digne d'un parcours du combattant et donc quelque chose de très complexe. Et la particularité des blessés psychiques, c'est qu'ils sont dans un état de stress permanent qui rend des fois toute chose du quotidien très compliquée. Et donc remplir des dossiers, faire les démarches, renouveler les démarches, etc., ça peut entraîner le fait qu'ils ne demandent pas ces aides auxquelles ils ont droit. Et donc l'idée c'était vraiment d'essayer de simplifier tout ça, d'automatiser tout ce qui pouvait être automatisé. Cette automaticité des démarches, l'administration, elle sait le faire. L'idée c'était de simplifier les choses. Le blessé va voir le service de santé des armées qui mène son expertise comme elle l'amène aujourd'hui, mais à son initiative, à l'initiative du service de santé des armées, qui saisit le commandement pour l'homologation, et que ce ne soit pas le blessé qui soit obligé de le saisir, et que dès qu'il y a homologation, il y a attribution de la médaille. Parce que le blessé psychique va être obligé de raconter en permanence aux différentes instances le traumatisme. Et surtout, il y a la rétribution symbolique. À partir du moment où on est reconnu comme un blessé de guerre, eh bien, cela permet aussi de guérir parce que on accepte sa blessure. Et on est un soldat blessé comme un autre. On n'est pas malade, on est blessé, on a servi son pays, on a subi une blessure, et la patrie est reconnaissante. Parce que pendant très longtemps, les blessures psychiques ont été considérées comme des maladies, et ont été considérées comme quelque chose d'honteux. C'est-à-dire que c'est les mauvais soldats qui sont blessés psychiquement, parce que les bons soldats, eux, ils résistent, etc. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade, mais la médaille contribue à l'acceptation de cette blessure comme une vraie blessure. Tout le monde n'a pas souffert du malheur national qu'on est en train de vivre avec le Covid. Eh bien, il y en a même qui se sont engraissés pendant cette période-là. Donc, on a d'un côté 10 millions de pauvres, 7 millions de personnes qui sont privées d'emploi, 300 000 personnes à la rue. Et de l'autre côté, vous avez les très riches, alors avec des chiffres qui sont terrifiants. Françoise Bettencourt, plus 21 milliards en 2020. Bernard Arnault, plus 62 milliards en 2020. François Pinault, plus 15 milliards en 2020. Ou encore Patrick Drahi, plus 7 milliards en 2020. Notre proposition de loi, elle demande à ce qu'enfin, on mette à contribution les plus riches et notamment les entreprises qui ont profité de la période de pandémie pour s'enrichir, parce que personne ne devrait s'enrichir sur le malheur national. Donc en 1916, il y a eu des grands débats à l'Assemblée nationale pour qu'on instaure une taxe sur les profits exceptionnels qui avaient été faits pendant la guerre. Et ça a fait consensus à l'époque, consensus à tel point que cette proposition
de taxe exceptionnelle sur les profiteurs de guerre, elle avait été votée à 470 voix pour et une seule voix contre. Donc on a fait écho beaucoup dans notre proposition de loi à ces débats qui ont eu lieu. On a repris des discours qui ont été prononcés. Notre proposition de loi, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande à ce que pour toutes les entreprises qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 750 millions d'euros, donc c'est vraiment les grandes entreprises de notre pays, on fasse la différence entre leur chiffre d'affaires en 2019 et 2020 et qu'on regarde sur leurs bénéfices le surprofit qu'ils ont fait entre ces 2 années-là et qu'on taxe le surprofit à hauteur de 50%. Alors cette proposition de loi, c'est aussi l'occasion de nommer ces profiteurs de crise. Et je crois que ça, c'est important, non pas par esprit de vengeance ou je ne sais quoi, mais parce qu'il faut dire, nommer ceux qui aujourd'hui s'enrichissent quand tant de Français et de Françaises sont en train de sombrer dans la pauvreté. Donc vous avez l'agroalimentaire, les GAFAM, donc Sanofi, qui est un cas tout spécifique que je vais mettre en avant, mais les laboratoires aussi en général, bien évidemment aussi les assurances qui se sont beaucoup engraissées dans cette période-là. Et surtout, c'est absolument unique dans le monde, parce qu'on est dans une situation où le FMI demande à ce qu'il y ait des taxes exceptionnelles sur les entreprises et sur les plus riches, justement pour faire face à la crise du Covid. L'ONU a appelé là aussi à ce qu'il y ait des taxes exceptionnelles et une taxe sur les profiteurs de crise. Les États-Unis demandent à ce qu'il y ait un taux minimal d'imposition pour les entreprises au niveau mondial et ont eux aussi augmenté leur impôt sur les plus riches. Le Royaume-Uni a augmenté son taux d'impôt sur les sociétés. La Nouvelle-Zélande a créé un nouvel impôt sur les plus riches. Donc bref, partout dans le monde se créent des taxes pour justement aller chercher l'argent là où il est. Et il n'y a qu'en France où on dit rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, jamais. Taxer les profiteurs de crise, ils nous l'ont dit en commission, jamais. Augmenter les impôts sur les sociétés, jamais. Par contre, faire une réforme de l'assurance chômage qui va enlever les droits à plus d'1 million de personnes, donc faire sombrer encore plus de gens dans la pauvreté et récupérer 2 milliards, 2 milliards 3 à peu près sur le dos des chômeurs. Alors là, oui, ça, on veut bien. Ou encore dire qu'on va refaire la réforme des retraites, qui cette fois-ci va prendre l'argent directement dans la poche des retraités ou des actifs actuels pour leur retraite future. Alors là aussi, Emmanuel Macron est là et est d'accord pour faire toujours les poches aux plus faibles. C'est absolument immoral de faire ça dans un moment où il y a une souffrance sociale aussi forte dans notre pays. Donc je crois que notre proposition de loi, c'est ce qui permet de mettre une première pierre dans une révolution fiscale beaucoup plus importante dont notre pays aurait tant besoin. Le contenu de cette proposition de loi, elle s'appelle proposition de loi pour la création d'un domaine public commun. Donc en fait, l'idée, c'était de dire il faut véritablement installer un statut social de l'artiste-auteur dans notre société. On a toute une partie des gens qui œuvrent dans la culture, des artistes-auteurs, hein, je parle, notamment dans les arts plastiques et dans l'édition écrite, qui n'ont pas de régime comme les intermittents du spectacle, donc qui sont assujettis à pas grand-chose, qui cotisent dans des caisses qui n'appellent pas forcément à cotisation, et donc quand ils se retrouvent quelque part un peu le bec dans l'eau au moment où ils ont véritablement besoin de retour de ces cotisations. Il y a des jeunes gens qui font des études d'art, des études supérieures, artistiques, beaux-arts ou autres, et qui ne vivent pas de leur art. Et c'est la très, très grande majorité. Une partie arrive à pouvoir enseigner, par exemple, leur art, et une très grande partie, eh bien, change de domaine. On les trouve dans d'autres secteurs d'activité parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est-à-dire qu'en plus, on perd une force créatrice énorme parce qu'on n'a pas su garder tous ces créateurs. 53% des auteurs de BD vivent sous le seuil de pauvreté. Le revenu moyen pour une BD, une création d'1 an, le revenu moyen, c'est 7 000 € pour l'année de travail. Dans quel secteur d'activité on arrive à vivre avec 7 000 €? Donc là, il y a un problème. Et donc voilà pourquoi on a mis en place cette proposition de loi. Alors, on crée donc ce domaine public en instaurant une redevance de 50% sur les droits perçus par les ayants droit
à la mort d'un artiste-auteur, ceci pendant les 70 ans que courent ses droits. Et après les 70 ans, il se passe la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Cela rentre ou s'élève même dans le domaine public. Cette proposition de loi ne va taxer que les droits d'auteur générés. C'est-à-dire que si le monsieur artiste avait une maison, on ne va pas prendre la maison. S'il avait mis 500 000 euros de côté, ben ça, c'est pas. Il y a d'autres services fiscaux pour ça. On ne taxe que sur le droit d'auteur généré. S'il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de taxe. Ce qu'il faut comprendre de cette proposition de loi, c'est qu'il y a une taxe à partir du moment où il y a une rente. Et une rente, quelque part, c'est un profit. Le droit d'auteur, c'est ce qui fait vivre l'artiste vivant, mais quand il est mort, ça fait vivre quelqu'un d'autre, et qui n'est pas producteur de l'œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une rente. Alors, taxer une rente, c'est normal. Alors, l'article 2, lui, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces 50%? Eh bien, ces 50%, ils vont servir à créer un nouveau régime d'indemnisation du chômage pour les artistes qui ne sont pas intermittents du spectacle. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est à l'intention des artistes-auteurs, mais aussi pour aider la société tout entière à considérer l'artiste-auteur comme un rouage essentiel de la construction de nos sociétés. Il faut vraiment tout revoir. Donc ça, c'est ce vers quoi on s'attelle en réfléchissant au programme pour 2022. Hein. La loi, c'est qu'une toute petite étape dans ce qu'il faut changer, en fait. Mais c'est juste lancer le débat sur la question des élevages industriels et faire en sorte qu'on n'ait plus ce type d'élevage sur notre sol. Quand on a parlé des différentes propositions de loi qui sont passées précédemment, tout ce qui était élevage, en fait, n'a pas été retenu. En fait, on n'a parlé que du bien-être animal, par exemple, et des conditions d'élevage des espèces dans les delphinariums, chez les particuliers, etc. Mais on n'a pas du tout parlé de la question de l'élevage, alors que c'est celle qui, à mon sens, est centrale parce qu'il y a énormément d'animaux et en fonction du type d'élevage, on se retrouve à des conditions de bien-être, des conditions de travail pour les salariés, il ne faut pas oublier, et les agriculteurs, voilà, dans des conditions difficiles. Et il me semble que c'est un sujet important et que l'on aborde que très rarement, en fait. C'était par rapport à ça qu'on avait envisagé de pouvoir discuter de ce sujet, de savoir quel est le nombre d'animaux pour lesquels un éleveur, par exemple, peut tirer un revenu décent sans pour autant rentrer dans la production, et pour respecter les animaux, respecter aussi les sols. Parce que quand on a des structures très très importantes, en fait, on se rend compte que la pollution augmente énormément. C'est le cas par exemple en Bretagne. Et là, ce sont tous les citoyens qui pâtissent de ces modes d'élevage. Ce que l'on proposait, c'était l'interdiction, en fait, d'abord un moratoire vers une interdiction des structures où on est, par exemple, 450 bovins. On va attendre, par exemple, 2 ans de voir comment peut évoluer la situation et pas faire une interdiction directe, en fait. Il faut arrêter la spécialisation qui fait que les espèces, elles sont produites uniquement dans le but de faire de la chair. Par exemple, les poulets, certaines races se développent tellement vite que leurs structures osseuses ne peuvent plus les supporter. Donc, c'est juste produire de la chair de poulet. Donc, c'est pas faire de l'élevage, ça. C'est considérer un animal comme un outil. Quand on a des vaches à l'extérieur, elles se font moins mal, elles donnent moins de coups de corne que quand elles sont dans des stabulations, par exemple. Au lieu de trouver une solution où on agrandit les espaces, on limite le nombre de vaches par espace, non, on va couper la corne aux vaches. Il faut nécessairement que l'on discute de ces pratiques, parce que moi, ça me semble assez barbare de couper la queue ou de limer les dents, etc. Et quand on me dit on ne peut pas faire autrement, il faut réfléchir, il doit bien y avoir d'autres solutions. Notre modèle agricole, nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir avoir différentes structures, plutôt de petite dimension, sur l'ensemble du territoire, faire en sorte qu'il y ait une diversification pour pouvoir aussi faire une alimentation locale et éviter aussi tout ce qui est production industrielle pour l'exportation, comme c'est le cas par exemple pour les jeunes bovins que l'on va faire naître en France, que l'on va faire engraisser en Italie ou en Espagne et qu'ensuite on nous renvoie
sous forme transformée, par exemple. Donc ça va pas, en fait. Donc ce qu'il faut, c'est que l'élevage et l'agriculture, elles servent à nourrir la population. C'est sa fonction première. Il me semble que c'est un sujet important et que l'on aborde que très rarement, en fait. Systématiquement, ces sujets-là sont mis de côté sous prétexte qu'on n'est pas expert. Et comme m'a dit un éleveur, on n'a pas besoin que les gens viennent mettre... On sait comment on travaille, on n'a pas besoin que les gens viennent mettre le nez dans la façon dont on travaille. Voilà, alors que la condition agricole, c'est quand même... le milieu agricole et l'exploitation, ça a une incidence sur la vie de tout le monde, hein, l'utilisation des pesticides, etc. La façon dont on produit, la qualité des aliments, ça a une incidence sur la population. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un regard dessus. Et en tant que législateur, c'est important aussi. Il y a dans notre pays aujourd'hui 6 millions de demandeurs et demandeuses d'emploi. Ce sont les derniers chiffres là, du premier trimestre 2021. Et ce chiffre, c'est pas simplement le produit de la conjoncture actuelle, de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. C'est le résultat de décennies de politique néolibérale et d'un système qui produit un chômage de masse et un chômage de longue durée. On compte à partir de 1 an les chômeurs et chômeuses de longue durée, même si dès 6 mois, en vérité, les personnes qui sont sans emploi commencent à perdre en fait leurs compétences, du savoir-faire, etc. Donc il commence déjà à y avoir une dégradation en fait de ce qu'on appelle l'employabilité sur le marché du travail. Donc voilà, ça c'est une catastrophe sociale pour les personnes concernées. Ça a des conséquences sanitaires, ça a des conséquences familiales, ça a des conséquences sur leur vie. Il y a dans les personnes qui sont au chômage et celles qui le sont de longue durée, des taux de mauvaise santé beaucoup plus forts. Pour les familles, ça veut dire aussi moins de capacité à suivre, par exemple, les enfants. Ça veut dire de la pauvreté. Une bonne partie des personnes au chômage sont sous le seuil de pauvreté, vivent sous le seuil de pauvreté ou sont très précaires. Et donc ça, c'est une composante aujourd'hui devenue structurelle en fait, des sociétés capitalistes contemporaines. C'est une catastrophe à plusieurs égards qui n'est pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment le point de départ de dire non, le chômage de masse, le chômage de longue durée n'est pas une fatalité. Et non, on n'a pas tout essayé pour lutter contre ce chômage de masse. Donc voilà le point de départ. C'est aussi la réalisation d'un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution française, qui est inscrit aussi dans la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle, c'est le droit à l'emploi. Chacun et chacune a le droit d'obtenir un emploi. Et donc le travail ne manque pas, c'est l'emploi, c'est-à-dire la rémunération avec un statut, un contrat du travail qui est fourni. La proposition de loi vise à établir une garantie d'emploi par l'État qui serait employeur en dernier ressort et un droit qui serait opposable. On part des capacités et des compétences des personnes et des besoins, en fait, dans un territoire donné, dans un quartier. Et pour ça, on pense que c'est important et c'est utile et c'est nécessaire de s'appuyer sur le réseau des agences Pôle emploi, du service public de l'emploi, dont on pense qu'il faut qu'il intègre dans ses fonctions, en fait, le fait d'accompagner les personnes qui demandent à pouvoir exercer cette garantie d'emploi, à pouvoir avoir un emploi garanti par l'État. Et donc voilà, comment ça se passe ? Eh bien, on est chômeur et chômeuse de longue durée, on est inscrit à Pôle emploi, ou pas d'ailleurs, mais on peut se rendre à Pôle emploi et s'adresser à Pôle emploi en disant « je souhaite exercer mon droit à l'emploi et avoir un emploi par l'entremise du dispositif de garantie d'emploi ». Et donc, la personne est reçue. Pôle emploi va se charger donc de mettre en relation cette personne avec un comité de partenaires locaux, c'est-à-dire les personnes en fait qui vont réfléchir et élaborer les projets donc d'emploi, en faisant le lien justement avec les besoins socio-écologiques, donc sur ce territoire, voilà de ce qu'on a besoin, etc. Et qui vont du coup pouvoir proposer aux personnes privées d'emploi, voilà, donc dans le territoire, voilà ce qu'on a à faire. Donc ce comité de partenaires, il est composé
des associations, il est composé des représentants de syndicats de salariés et d'organisations de personnes au chômage, notamment d'élus aussi, parce qu'il faut que ce soit coordonné au niveau local. Et donc, c'est le conseil d'administration de ce comité qui va en fait constituer les associations d'emploi qui vont embaucher la personne sur les propositions qui sont faites. Et donc, le salaire de cette personne est financé par un fonds au niveau national qui, comme je dis, est abondé par l'État. Et donc, en gros, l'État assure la solvabilité de ce fonds. Ça s'inscrit dans une stratégie de relance de l'activité dans le cadre de la bifurcation écologique et solidaire. La dynamique de la garantie d'emploi va permettre à des personnes durablement écartées de l'emploi et de l'activité rémunérée de pouvoir accéder à des emplois et aussi dans cette dynamique-là d'avoir à nouveau de la formation. C'est aussi pour ça que le rôle de Pôle emploi est important pour cet accompagnement-là et de pouvoir aussi, à travers cette dynamique-là, ensuite rentrer ou dans le service public parce que voilà, on aura trouvé dans le champ des nouveaux services publics qui se développent un emploi, un métier qui nous intéresse, ou dans le secteur privé en développement. Donc voilà, l'idée c'est cette dynamique-là, ça s'inscrit vraiment, c'est pas simplement une politique ciblée par rapport au public du chômage de longue durée, ça s'inscrit en fait dans une stratégie économique et écologique globale. Moi, je lance un appel aux parents et aux grands-parents avec cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce qu'on a confiné les jeunes pour protéger leurs aînés. Dans l'ensemble, les jeunes l'ont accepté, malgré le prix qu'il y a eu à payer. C'est-à-dire, on voit des taux de dépression d'un tiers des jeunes qui sont en dépression. C'est énorme. La moitié qui sont inquiets pour leur santé mentale. 20% qui ont des idées suicidaires. Les liens affectifs qui ont pu être rompus. Mais comment ils sont récompensés de cet effort ? En fait, c'est la double peine. Ils payent une deuxième fois et ils payent le prix social de ça. Ils le payent parce qu'ils ont perdu leur petit boulot, leur job d'intérimaire. Bon, et on sait que dans le million de pauvres supplémentaires annoncés, c'est massivement des jeunes. Aujourd'hui, la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de faire pour la jeunesse ce qui a été fait pour la vieillesse. Et il est nécessaire de passer au fond d'une solidarité familiale. Auparavant, pour les personnes âgées qui vivaient au crochet ou avec leurs enfants, on est passé à une solidarité nationale, à une solidarité sociale. Je pense qu'il faut faire la même chose pour les jeunes. Il faut passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale, une solidarité nationale. Là, en bleu, c'est le taux d'effort des familles. Donc, c'est-à-dire que dans le premier décile, chez les plus pauvres, les parents, ils consacrent 13% de leurs revenus à aider leurs jeunes adultes. Et là, dans le dernier décile, on est en dessous, on est à 8%. C'est-à-dire qu'en proportion de leurs revenus, les pauvres aident davantage leurs enfants, alors qu'ils ont moins de sous pour le faire. Mais en revanche, quand on regarde en valeur absolue ce que ça donne, dans le premier décile, ça va donner aux alentours de 1 000 € par an. Donc, on va être aux alentours de 70 € par mois. Et tandis que dans le dernier décile, on va être à 700 € par mois. C'est-à-dire une telle inégalité au départ dans les revenus que même si chez les plus pauvres, on donne plus en pourcentage, c'est 10 fois moins à l'arrivée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on laisse le système social, la solidarité, juste entre les mains de la famille, ça produit une immense injustice. Donc tout le but qu'on doit avoir, c'est d'à côté de l'emploi, à côté de la famille, il faut qu'on ait un trépied et qu'on construise une solidarité sociale, une solidarité nationale pour les jeunes qui fasse échapper à la fatalité de la reproduction familiale. Je le redis, pour moi, le RSA, à partir de 18 ans, ça n'est que l'étape numéro 1. Le minimum du minimum du minimum. Et je sais que quand j'ai annoncé ça au groupe, ils n'étaient pas enthousiastes. Ils ont dit, mais attends, le RSA à partir de 18 ans, nous, on a beaucoup mieux. Revenus de formation, allocation d'autonomie, et à l'UNEF, dans toutes les organisations, il y a mieux que le RSA à 18 ans. Moi, c'est ma stratégie, c'est de dire, voilà, au moins, ça, faites-le à la majorité. Ce n'est pas un horizon inatteignable, c'est le premier pas. Mais ça, faites-le. Comment comprendre que notre pays, la majorité pénale soit à 18 ans, tu peux aller en prison, que la majorité politique soit à 18 ans, tu peux voter, mais que la majorité sociale, elle est à 25 ans et que tu as une période blanche
entre 18 et 25 ans et tu sais pas. Tu es dans un espèce de no man's land à ce moment-là. Donc non, il faut aligner majorité politique, majorité pénale et majorité sociale. Le RSA, c'est 497 € par mois. Et si on inclut l'allocation logement, on en arrive à 564 €. Donc évidemment, c'est un idéal pour personne que de vivre à 497 €. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui les ont pas. Et je pense que le pire, c'est la vie qui se rétracte. C'est la vie qui se rétrécit à la chambre, au quartier, à la rue, mais qui ne peut plus aller plus loin. Le sport, les jeunes qui se privent de licence parce qu'ils n'ont pas de quoi les payer. La culture, on n'en parle pas. L'achat de livres, aller au théâtre, au cinéma, dans ce temps de la vie qui doit être un temps d'émancipation, d'ouverture au monde, d'ouverture de l'esprit, eh ben, on est dans un temps, au contraire, de rétrécissement parce qu'il faut subvenir aux besoins primordiaux. C'est ça qui me paraît terrible, presque le plus terrible. Même pour des gens qui ne sont pas étudiants. Comment produire une pleine intégration à la France si tu ne donnes pas la possibilité d'aller la voir, d'aller dans ces régions, d'aller voyager, ne serait-ce que dans notre pays. Donc la majorité, elle répond l'emploi, 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 comme s'il y avait une contradiction. Comme si de pouvoir faire ses études, d'une part, sans avoir à aller tenir un emploi de caissier le soir, faire du babysitting le matin, était contradictoire avec avoir un emploi plus tard. Non, au contraire, c'est un temps de qualification. Les gens qui zonent dans leur quartier, qui n'ont pas la possibilité d'accéder au sport, parce qu'ils ne peuvent pas payer la licence, qui ne peuvent pas aller boire un coup avec leurs copains, qui jamais iront à la mer parce qu'ils n'ont pas de bagnole, parce qu'ils ne peuvent pas passer le permis. Comment espérer que cette pauvreté qui produit une érosion de soi, ça donne une confiance pour être un tremplin vers l'emploi? Non. Si jamais on a ces 500 € par mois, qu'on vit encore chez ses parents, il y a la possibilité d'aller vers le permis, de chercher un chemin dans la vie. Tandis que là, si on te répète l'emploi, 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 à 20 ans, quand on a peu de qualifs, il ne se trouve pas en traversant la rue, quoi. C'est une proposition de loi qui vise à limiter l'impact négatif des publicités. Ça, c'est la proposition de loi. Donc, en fait, concrètement, elle interdit ou elle encadre la publicité de certains produits dont on sait qu'ils ont un impact négatif soit sur la santé, soit sur l'environnement, et soit des produits, soit des biens, soit tout simplement, par exemple, les panneaux publicitaires qui sont lumineux et numériques et qui ont une consommation électrique inimaginable. Un panneau de 2 mètres carrés, quand même, ça représente la consommation électrique d'un foyer avec un enfant à l'année. Donc c'est énorme, pour rien, pour recevoir des clignotants et des messages, comme ça, continuellement dans le métro. On sait que la malbouffe est dangereuse pour la santé et pour l'environnement, les deux. On sait les dégâts que ça occasionne pour la santé en termes de diabète, tous ces sujets-là. On propose tout simplement de permettre les publicités qui ont un Nutri-Score positif, A et B, ce qui oblige à mettre un Nutri-Score. Mais toute contrainte pour les entreprises agroalimentaires, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas être contraignants pour ceux qui produisent, parce qu'ils nous empoisonnent. Voilà. Non seulement ils ne veulent pas être contraignants, mais en plus, du coup, d'une certaine manière, ils leur laissent la liberté de faire la promotion de leur poison. Ou ils ne veulent pas aussi interdire, ça j'aime bien cette réflexion d'un collectif contre la pub, qui disait qu'on avait aussi la liberté de... S'il y a la liberté d'expression, soi-disant, des publicitaires, il y a aussi la liberté de réception du citoyen. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle on demande que dans les gares, les lieux publics tels les gares, les stations de métro, les aéroports, etc., il n'y ait pas de publicité commerciale. Voilà. Pour ne pas nous polluer, nous aussi, ni nos yeux, ni nos esprits. Ils ne veulent pas. Donc on a beau être sur des champs très restreints, qui ont une explication rationnelle, compréhensible, parce que c'est dangereux, parce que ça pollue l'environnement, parce que... Bon. Donc c'est très ciblé. Eh bien non, il faut faire confiance et aux consommateurs et à la responsabilité des uns et des autres. Car il est sûr que la publicité, s'ils en font, c'est que ça fonctionne, c'est que ça fait consommer. Voilà. Ça rappelle qu'on peut le consommer, ça donne envie.
La publicité, c'est 31 milliards qui sont investis par les multinationales, parce que ce sont elles, surtout, qui ont accès à la publicité, c'est-à-dire 600 entreprises sur les 3 millions d'entreprises qui existent, c'est-à-dire 0,01%, qui ont accès à ces messages publicitaires. Alors, et bien sûr, le secteur de la publicité emploie un certain nombre de personnes. Ça représente 12 milliards, le secteur de la publicité représente 12 milliards de chiffre d'affaires. Alors, il y en a qui sont assez cyniques pour me dire, mais comment, il faut bien que ces gens vivent, comment vous allez les reconvertir, hein, voilà. Je pense que les créateurs en publicité pourront toujours se reconvertir dans d'autres types de création que la publicité. Et je rajouterais que les Français, eux aussi, souhaitent qu'il y ait moins de publicité, et notamment sur des produits qu'on connaît d'ailleurs, donc il n'y a pas besoin d'être informé sur leurs nouveautés, mais qui finalement nous incitent toujours à consommer ces mêmes choses dans l'esprit de ce qu'est le capitalisme, tout simplement, hein, qui nous fait découvrir non pas quelque chose de tout à fait innovant et nouveau, mais qui nous donne tout simplement envie et le désir de reconsommer des choses dont on est déjà informé, parce que tout simplement, le principe, c'est pas d'acheter ce dont on a besoin, mais d'acheter pour pouvoir faire de l'argent. Dans la Ve République, il faut collecter la signature de 500 élus qui ont des caractéristiques: conseiller général, député, maire, bon, bref, à ce niveau-là. Les parrainages sont décisifs, il en faut 500. 500, vous pouvez être candidat, vous n'avez pas 500, 499, vous ne l'êtes pas. Bon, c'est quand même très sélectif. Pourquoi? Parce que les machines des partis qui présentent des candidats aux municipales, ensuite donnent comme consigne à leurs élus de ne pas donner de parrainage. Alors, c'est très injuste. Il y a une règle plus simple, c'est de dire, on peut être candidat si les citoyens le demandent. C'est simple, c'est une règle de base de la démocratie. Et il y a 7 ou 8 pays qui font comme ça. Alors, comment fait-on? On fixe une proportion du corps électoral. Alors, combien? Eh bien, le chiffre a été proposé. Il y a eu une commission qui s'est réunie pour travailler là-dessus. 150 000 signatures suffiraient pour installer une candidature. Moi-même, j'ai dit que j'étais candidat. 650 000 personnes parrainaient ma candidature. Donc, là, alors on doit en être à 230 000 personnes ont parrainé ma candidature. Je suis donc le candidat de ces 230 000 personnes. Donc c'est pas une invention des révolutionnaires insoumis, hein. Et puis on demande qu'on nous juge sur le bon sens de ce qu'on raconte, pas sur qui fait la proposition, hein. Bon, on va voir. C'est donc une épreuve de vérité pour tous ceux qui se donnent des grands airs de démocrates et la parole au peuple et le reste, à droite, au centre, et même à la République en marche, et puis peut-être dans la gauche traditionnelle. Ce que je sais, c'est que si on ne le fait pas, nous serions coupables. Parce que quand on veut changer, pour passer de la 5e à la 6e République, déjà le point de départ, c'est de changer les conditions dans lesquelles on peut être candidat à une élection présidentielle, quels que soient les pouvoirs du président de la République concernée, et sans doute que dans la 6e République, ce ne serait pas du tout les pouvoirs monarchiques de l'actuel président. Alors, la proposition d'établir un scrutin proportionnel, c'est toujours une affaire un peu compliquée, parce que les gens commencent à discuter interminablement sur le niveau de la proportionnelle. Est-ce que c'est tous les sièges de l'Assemblée? Est-ce que c'est une partie? Enfin bon, l'écart est tout à fait invraisemblable et malsain entre le nombre de députés qu'ont les uns et les autres et ce qu'ils représentent dans le pays. Par exemple, nous, insoumis, à la proportionnelle, nous devrions être 65. Dans l'Assemblée nationale, nous sommes 17. Et le même compte peut être fait pour le Front National, qui serait plus nombreux, les Républicains qui seraient plus nombreux, la LREM qui serait la République en marche beaucoup moins nombreux, et ainsi de suite. Voilà. Alors, cette proposition, c'est celle de 1986. C'est la même loi. Et elle avait été soutenue par d'autres que nous. Par exemple, M. Bayrou avait proposé ça. Alors évidemment, on a vu en commission, de manière assez étrange, ceux qui disent une chose en public en font une autre en privé. Je ne sais pas si notre texte aura le temps de passer en séance plénière, mais en commission, il a été battu
parce que, à part nous et le MoDem, personne ne l'a défendu. J'aimerais bien que les électeurs se rendent compte que ceux qui sont responsables de cette situation, qui connaissent qui c'est, quel parti c'est, et encore une fois, qui est-ce qui avait dit le contraire et ensuite s'est comporté comme ça en commission. En attendant, ce sont deux réformes, celle sur le parrainage de la candidature pour la présidence de la République et la proportionnelle, qui les deux participent d'un état d'esprit, donner de l'ouverture, faire respirer, permettre aux Français d'avoir une représentation politique plus conforme à ce qu'ils sont. Et je trouve que dans tous ceux qui s'opposent à nous sur ces sujets, il y a une forme de mépris du peuple. C'est-à-dire, le peuple est trop compliqué, il est trop pagaillou, il n'est pas assez discipliné, donc il faut bien qu'on le tienne, quoi. Hein. Et ça donne le mode de scrutin qui avait lieu sous Napoléon III, pour ce qui concerne les élections législatives, et puis où il y avait des candidats officiels à l'époque, au moins ils s'embarrassaient pas de détails. Et puis pour ce qui est de l'investiture du président de la République, ça ressemble un peu à l'Assemblée des chefs de tribu dans le passé encore plus profond de l'histoire de France.